Ok, bon, nous sommes en live. Bonsoir une fois de plus. Moi, c'est Steph et aujourd'hui, je serai votre hôte. Et nous avons avec nous aujourd'hui Dr. Ahmed Futso. Et il va avoir une session avec nous intitulée Writing an API in Python following clean code pattern. Comme on le sait, ce n'est pas toujours évident uniquement d'écrire le code. Il faudra aussi que ce code respecte une architecture particulière ou des patterns prédéfinis, des patterns d'entreprise. Et je vais une fois lui passer la parole et voyons comment la soirée va se dérouler. Bon, merci. Docteur, c'est à vous. Ok, bon. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je sais pas, c'est le public, il est plus francophone ou anglophone. L'idée, c'est juste de se comprendre plus facilement. Et je m'adapte en fonction du public. Et du coup, je ferai une présentation, peut-être avec un côté un peu pratique. Et n'hésitez pas à m'interrompre si éventuellement vous avez des questions ou des points qu'il faut éclairé. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse avoir un échange. Donc, c'est pas exposer et puis question, c'est vraiment une interaction. Je vais présenter, j'ai des slides qui vont être un peu mon fil directeur au fil de l'échange et après ça, on pourra poser des questions. Je vais partager mon écran. Je sais pas si vous voyez du coup mon écran. Vous voyez quoi? Google Meet? Oui, c'est Google Meet qu'on voit. Ok. Donc, là, la présentation, je l'ai faite en français. Donc, là, maintenant, c'est juste à me dire un peu si vous préférez que ce soit en français ou en anglais, et puis à moi de m'adapter. Bon, en fait, c'est un peu du bilingue. Donc, si peut-être il y a une question en anglais, tu peux répondre en anglais, il n'y a pas de Très bien. problème. Donc, c'est sur le feeling. OK. Donc, je pense que je vais commencer d'abord un peu par me présenter rapidement. Euh, Question de donner un peu plus de contexte à la présentation. Donc, du coup, comme le modérateur l'a dit, je m'appelle Ahmed Foton, donc du coup, je suis originaire du Cameroun aussi, avec une formation en plus mathématiques et informatique, dominante mathématiques à la base et puis informatique par la suite, software ingénieur de formation. Euh, Ensuite, j'ai fait une thèse en IA que j'ai soutenue il y a déjà 8 ans maintenant, en 2018. Et j'ai travaillé dans plusieurs startups, déjà à l'époque comme data scientist, ensuite comme research engineer, et puis aujourd'hui, j'interviens beaucoup plus dans le développement des solutions qui intègrent de l'intelligence artificielle et pour les mettre en production. Donc du coup, ça fait un peu la casquette AI engineer avec une bonne couche de software engineer, de DevOps et de tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, j'occupe le poste de lead dans une équipe qui développe un logiciel d'IA pour les industriels euh, en France, à Paris. Donc voilà un peu en termes de background quel est mon profil. Et du coup, c'est un véritable honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui afin de pouvoir en fait échanger avec vous sur un certain nombre de points que je trouve importants. Alors, je pense que la communauté, c'est Python. Sur la présentation, vous allez voir, c'est clean architecture et domaine driven design avec Django. Mais que cela ne vous méprenne pas, on va pas du tout parler de Django aujourd'hui. Un peu, mais c'est pas le centre de la présentation, même s'il faut le reconnaître que Django, c'est un outil magique qui permet de faire de très belles choses, des crues magnifiques. On va parler plus d'architecture, c'est-à-dire la façon avec laquelle on peut structurer le code d'une application pour qu'elle reste saine dans le long terme. Parce que c'est bien de faire des prototypes quand on est seul développeur, mais quand on a une équipe, on commence à être 6, 10, 50 et on travaille sur le même projet. Ce serait bien de pouvoir en fait structurer les choses de façon plus cohérente. Donc du coup, plusieurs questions se posent. C'est où est-ce qu'on va mettre la logique métier, où est-ce que j'écris telle chose et où est-ce que comment est-ce que je structure mon code pour que ce soit efficace. Et il y a des gens qui ont déjà réfléchi pour nous, du coup, et donc l'idée, c'est
de voir ce qui a été proposé et de voir comment est-ce qu'on peut l'implémenter. Du coup, en fil rouge, on va prendre Django parce que c'est le framework Python legacy, entre guillemets, même s'il y en a plein d'autres. Et l'idée, c'est de pouvoir, en fait, arriver à quelque chose qui soit stable, qui soit maintenable et qui soit facile pour onboarder des nouvelles personnes quand on commence à avoir des gros projets. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà fait des projets avec 10 000 lignes de code. Et donc, du coup, quand ça devient très important, on se retrouve à avoir des lignes de code qui sont réécrites, etc., etc. Et aujourd'hui, à l'aide de l'intelligence artificielle et surtout du vibe coding, l'idée, c'est vraiment d'avoir une structure pour que l'IA puisse venir s'inscrire dans cette structure-là. Donc, voilà un peu le but de la présentation d'aujourd'hui. Alors, la question de fond, c'est pourquoi est-ce que on va parler d'architecture logicielle? C'est juste parce que il y a un vécu, il y a un background, il y a un certain nombre de problèmes qu'on a lorsque on utilise des frameworks, que ce soit Django, FastAPI, Flask ou sur des technologies JS avec plus d'une autre. C'est qu'on se dit la logique métier se retrouve un peu dispersée partout. Il y a une partie de la logique qui se retrouve dans les views, une partie dans les serializers. Par exemple, c'est qu'on se dit, on fait un produit qui fait du e-commerce, on se demande où se trouve la fonction qui permet de calculer le prix d'une commande, parce qu'il y a un peu dans le modèle, il y a un peu dans le serializer, etc. Euh, et les développeurs Python Django de base, souvent dans le modèle, on met tout. On se retrouve à avoir des modèles qui font 800 lignes de code avec des méthodes de validation de chaque paramètre, de calcul, d'envoi d'email, les signaux qui partent dans tous les sens. C'est bien quand on est seul, mais en fait, quand on a plusieurs développeurs, s'il n'y a pas vraiment de philosophie, c'est difficile à gérer. Et puis, il y a un fort couplage entre la logique business, qui du coup est du métier plus, et la logique d'implémentation qu'on en fait, parce que du coup, on se retrouve à devoir, pardon, tout lié au framework. Donc, on se retrouve à avoir, par exemple, user.object.filter un peu partout dans la vue, dans le contrôleur. Et si un jour on est appelé, par exemple, à changer de framework, de passer de Django à FastAPI, c'est difficile parce que il faut réécrire toute la logique du code et tout ça. C'est très compliqué. Et enfin, le problème, c'est que une fois qu'on a une approche qui est Django partout, donc partout on a import de Django point quelque chose, ou bien de FastAPI point quelque chose, ou bien de SQL Alchemy point quelque chose, on se retrouve à devoir monter toute la factory qui est derrière pour pouvoir exécuter les tests. Quelque chose qui est simple. Par exemple, on se dit, pour valider une commande, on va se rassurer que on a pris un produit, on a ajouté dans un panier et puis c'est parti. Pour ça, on n'a pas besoin de charger Django, on a juste besoin de se rassurer que c'est un produit qui est en stock, qui est disponible et tout. Et ça, c'est une logique qui peut exister en dehors de Django et qui est vraiment business et qui va s'exécuter en 10 millisecondes le test. Alors que juste charger Django peut faire que ça prenne 2 secondes ou 10 secondes. Ça peut sembler peu, mais quand on a 500 tests dans une grosse application, ça peut prendre 15 minutes, les 2 secondes là pour un seul test. En gros, Django, c'est très bien. C'est bien pour prototyper quand on est seul. Mais quand le métier se complexifie, si on développe une application bancaire ou une application comme Ejara qui fait, où il y a beaucoup de logique business, alors là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de limites. Et donc, du coup, il faut passer à quelque chose d'un peu plus structuré. C'est donc un peu ce qu'on appelle la clean architecture, entre guillemets, parce que l'idée, c'est d'obtenir quelque chose qui soit clair, qui vienne combler les limites qu'on a vues du système précédemment. Et donc, il faut que le métier soit clair et lisible. Ça veut dire, lorsque j'ai un nouveau développeur qui arrive, il faut qu'il soit capable de comprendre la logique parce qu'il connaît le Python. Et même s'il ne connaît pas le Python, il faut qu'il soit capable de faire les choses simplement, sans avoir besoin de comprendre comment Django marche, sans avoir besoin de faire tourner Django lui-même. Il peut déjà contribuer au projet parce que tout est bien fait. Et bon, historiquement, Python, c'est un peu un dérivé de MATLAB, Scilab, et donc qui était très utilisé par les mathématiciens qui sont pressés. Et quand ils commencent à vouloir écrire du code, ils écrivent que des fonctions partout. Il n'y a rien qui est structuré. On n'a pas vraiment de notion d'orienté objet. C'est bien, ça marche, sauf que le jour où on a besoin de comprendre le métier,
on a besoin de comprendre le framework. Et ça, c'est pas bon. Parce que le business doit être capable de lire le code, même de façon basique, et de comprendre ce qui se passe derrière. Et le deuxième critère qui permet de faire des choix d'architecture, c'est que le code doit être facilement testable. Si je veux tester quelque chose, j'ai pas besoin de base de données, j'ai pas besoin du contexte Django ni de HTTP pour tester une règle de métier qui est simple. Le troisième point, c'est que une architecture qui est bonne, entre guillemets, c'est une architecture qui est indépendante du framework. Django, c'est bien, mais c'est pas une religion. Donc, du coup, si demain on doit basculer vers du Fast API ou vers autre chose, il faut que ça se fasse sans avoir besoin de réquisitionner des mois et des mois de travail. Il faut que tout soit isolé de telle sorte qu'on puisse débrancher quelque chose et rebrancher un autre truc et ça marche. Et puis, le dernier, c'est que le code puisse évoluer facilement. Ça veut dire, on veut faire évoluer une règle de métier. Aujourd'hui, la loi dit que pour ouvrir un compte de tel type, il faut avoir 18 ans. Si demain la loi change et qu'on passe à 21 ans, on n'a pas besoin de modifier toute la logique de l'application pour juste intégrer cette contrainte. Là, on va à un endroit bien isolé pour pouvoir résoudre les différents problèmes. Donc, du coup, c'est un peu pour atteindre cet objectif-là, cette architecture idéale, et combler les problèmes de framework qui sont très bien, qui permettent d'aller vite et de résoudre les problèmes, mais dans un contexte industriel où en fait la dette technique et tout le reste peut représenter des enjeux business importants. C'est capital de pouvoir intégrer la logique de la clean architecture. Donc, c'est quoi la clean architecture? C'est un modèle qui a été pensé par Robert Martin. Et l'idée, c'est de pouvoir en fait avoir une sorte de cercle concentrique. C'est de se dire, on isole ce que vous voyez qui s'appelle entity là, c'est le domaine. Donc, on travaille sur quoi? On est dans le domaine bancaire. C'est quoi la logique bancaire? On l'isole à un niveau. Le domaine, c'est du code de Python pur qui ne dépend de rien. Donc, ce sera un package, un module, je ne sais pas comment vous choisissez de l'appeler, et tout doit être encapsulé là. Et ça, je peux le tester sans rien. Ça veut dire les règles qui permettent de pouvoir gérer les, les différents produits doivent fonctionner à ce niveau-là. Je veux, par exemple, créer une commande. C'est quoi la logique de création d'une commande? Ça se passe là. C'est du code Python pur, au pire avec pas identique. C'est indépendant de la base de données, de Django, de SQL Alchemy. Ça n'a pas besoin d'appeler les API externes. Voilà. C'est très basique, c'est simple. Ça doit être compréhensible. Ensuite, par-dessus, on met des cas d'usage, des use cases. Au fond, c'est vraiment des services. Ceux qui ont fait un peu de Node.js, de Nest, de tous les autres frameworks comprennent bien parce qu'ils implémentent cette architecture un peu hexagonale, on va dire ça comme ça, qui permettent de définir les règles, la logique. Lorsque j'ai mon domaine que j'ai bien circonscrit et je sais caractériser, par-dessus, j'ai des cas d'usage qui implémentent les règles business. Par exemple, je veux créer un compte. Pour ça, j'aurais besoin de savoir quel est le domaine bancaire que je veux injecter. Et lorsque je suis en train de dérouler un cas, j'aurais besoin, par exemple, de pouvoir interagir avec un utilisateur. En réalité, ce que je récupère, c'est vraiment une interface au sens orienté objet du terme qui me dit, voilà, c'est ça mon utilisateur. Je veux pas savoir si derrière, ce sera un utilisateur qui sera stocké dans Postgre, dans Mongo, dans Elasticsearch ou qu'est-ce que je sais comme base de données. C'est une interface qui est une classe qui représente mon utilisateur et qui est utilisée dans le cas d'usage avec le domaine pour dérouler le business case. Globalement, avec le use case, je suis capable d'écrire un test unitaire qui implémente de bout en bout une logique de mon application. Et à la fin, quand je fais du web, notamment, mon service, mon endpoint ou bien mon résolveur GraphQL ou je ne sais pas quoi d'autre, va juste appeler mon use case, point la méthode et exécuter. Donc là, il délègue toute la logique au use case dans lequel on va injecter les versions de dépendance, la bonne définition de mon modèle, donc j'aurai une implémentation, on verra sur l'exemple tout à l'heure, comment est-ce que les choses sont bien circonscrites. Et donc derrière, on se retrouve à avoir le use case qui englobe toute la logique business et qui a des interfaces, donc ils appellent ça port dans la littérature, qui lui permet de parler avec la base de données, qui lui permet de parler avec les devices, qui lui permet de parler avec le web, etc.
Demain, je vais débrancher Postgre pour brancher MongoDB. Je n'ai besoin que de définir l'implémentation de mon interface qui est propre à Postgre euh, pour le cas de Mongo et c'est bon, etc. Et je peux tester mon application de façon unitaire comme ça. Bon, voilà un peu en gros l'image globale de la clean architecture. C'était beaucoup plus pratique sur un petit exemple. Mais avant ça, il y a quelques petites règles qui sont associées à ça. C'est que en termes d'import ou de dépendance, le domaine ne doit jamais importer Django, par exemple. Ça veut dire que lorsque je suis dans le domaine d'assurance et que j'ai ma business rule qui me permet de dire pour être assuré, il faut avoir au moins 18 ans, il faut, etc. Ça, c'est du code de Python pur. Je ne dois pas voir import Django quelque part. Et puis, c'est plutôt Django qui dépend de mon interface. Donc, en gros, je vais définir une interface, une classe abstraite en Python, qui va être, par exemple, user, et je vais dire ce qu'un user fait en méthode abstraite. Et j'aurai une implémentation en Django qui va dire, dans Django, un user, c'est modèle.id égale modèle. Etc., modèle.text, modèle.field, comme on va voir un peu plus loin. Et ça fait que l'infrastructure ou bien le module infrastructure de mon application peut changer sans changer le domaine ni les use cases et à plus forte raison les API qui dépendent de tout ça. Donc voilà. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez s'il y a des points qui sont pas clairs, mais bon, je pense que ce sera beaucoup plus clair lorsqu'on sera sur un petit exemple avec du code. Je présente juste rapidement un peu les concepts. Le concept principal on va dire, qui englobe la logique du clean code de façon globale, c'est un paradigme plutôt, c'est le paradigme du domaine driven. En gros, on n'est pas là pour fabriquer des usines à gaz, on est là pour fabriquer quelque chose qui va être utilisé par des métiers qui ont des règles. Bon, tout ne s'implémente pas le premier jour. Ce qu'on code, c'est pas un framework ou une bibliothèque, c'est vraiment une façon de penser, c'est un paradigme. Et l'idée, c'est de faire quelque chose qui puisse nous être utile. Donc, avant de coder, il faut se poser, il faut se demander comment est-ce que ça fonctionne, le domaine des personnes qui vont utiliser mon logiciel. Si je fais un e-commerce, si je fais un logiciel pour l'industrie, pour le domaine bancaire, c'est quoi leur métier et c'est quoi leur règle métier. Et c'est à partir de là que je vais faire un peu une analyse conceptuelle. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont étudié l'UML, Mairie, c'est la modélisation. C'est, en gros, je modélise mon problème. Et une fois que j'ai modélisé mon problème avec les termes techniques, avec facture, avec commande, bref, j'ai tous mes objets avec des interactions. C'est à ce moment-là que je viens pour essayer de coder. C'est pas en codant que je découvre ce que je veux faire. Et donc, du coup, une fois que le métier est bien compris, ça nous permet d'isoler les choses d'un point de vue logique et c'est vraiment une approche de développement qui a pour objectif de se dire au centre de toute chose, on met vraiment le domaine et derrière, on fait des interfaces pour qu'ils s'adaptent à n'importe quel contexte. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'entités qui sont manipulées à travers ça. L'idée, c'est que on est une entité qui représente un objet, un user, et derrière, on a le modèle en Django qui sera le user de Django avec son implémentation. Et du coup, le user de Django va implémenter l'interface de mon modèle qui est entité. Et quand on viendra sur l'exemple, ce sera un peu plus clair si vous avez des petites zones d'ombre en ce moment. Et puis, il y a aussi il y a un autre concept qui est très important, c'est le concept de service. Donc, parce que quand on définit une entité, un petit peu le code pour que ce soit. Je ne sais pas si vous voyez mon écran ou si c'est trop petit. Allô, allô? Je trouve que c'est lisible, hein. Je pense que ça peut faire l'affaire. Bon, Ok. apparemment pas. Essaye de zoomer. Est-ce que vous suivez Scott? Contrôle plus. Ok. C'est mieux? C'est mieux pour vous? Oh, bon, ouais, apparemment. Si c'est pas mieux, on va encore zoomer. Alors,
Juste pour prendre un peu un exemple, question de faciliter un peu la compréhension et de la rendre digeste, c'est que, bon, j'ai pas testé, mais j'ai commencé à écrire une application qui se base sur Django pour euh, gérer les abonnements des utilisateurs d'une plateforme. C'est un microservice. Et ce que je vais montrer ici, c'est comment est-ce qu'on utilise la clean architecture pour structurer le code. Là, il y a cette partie qui est propre à Django. C'est vraiment les settings du framework, OK. Mais euh, toute ma logique est là dans ce fichier qui devait s'appeler à la base euh, euh, SRC. J'ai mon domaine. Du coup, c'est ici que j'aurai toutes mes règles, tous les objets, métiers et toutes les règles qui vont être manipulées. Et tout ce qui se passe ici, c'est du code Python pur. Ensuite, j'ai l'infrastructure qui me permet de définir l'implémentation de ce que j'aurai derrière mon domaine pour pouvoir en fait interagir avec une base de données. Bon, les migrations, ça c'est plus les bases de données. Il y a les use cases qui me définissent un peu les cas d'usage de mon application. Et la partie présentation, c'est tout ce qui est web, c'est les schémas. Euh, et bon, là, je fais une application en GraphQL, donc du coup, c'est les résolveurs. En gros, lorsque je viens dans mon domaine, je me dis, je veux manipuler des utilisateurs. Un utilisateur, c'est quoi? C'est un objet. L'entité utilisateur, c'est un objet Python pur qui s'appuie sur pas identique. J'ai les utilisateurs, j'ai les plans, donc du coup les abonnements, est-ce que c'est un abonnement premium, etc. Et pareil, ici, c'est vraiment un objet Python pur. Et enfin, j'aurai les abonnements. Donc ça, c'est un utilisateur qui prend un plan. Est-ce que c'est actif ou pas? Ça commence quand son abonnement, ça s'arrête quand. Du coup, je définis d'un point de vue vraiment euh, modèle, objet Django, c'est quoi les différents éléments. Donc là-dedans, j'ai jamais de import de Django, même si je veux faire tourner dans du Django. Et donc, une fois que j'ai défini mes entités, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'entité va interagir avec le monde réel. Donc, du coup, je vais définir ce qu'on appelle des ports. Et des ports, c'est vraiment des interfaces. Ça veut dire que mon entité qui sera un utilisateur aura une interface, donc une classe abstraite, qui va me permettre de créer un utilisateur. Je ne sais pas dans quelle base de données ça va être créé, l'update, le délai. Donc, en gros, ici, je fais du CRUD, je définis une interface pour dire, alors, dans mon domaine, j'ai ces opérations que je peux exécuter et ça peut s'exécuter sur n'importe quelle infrastructure. Pareil, je vais créer des souscriptions ou bien des plans d'abonnement. Donc, je fais mon CRUD des plans d'abonnement. Et là, c'est de dire un utilisateur souscrit à un plan. Bon, ici, c'est vraiment des interfaces. Rien n'est implémenté. C'est de dire mon domaine, pour bien fonctionner, aura besoin de ça dans ces use cases dont je les crée. Et après, il y a ce qu'on appelle les services. Donc, c'est pour ça que je me suis un peu arrêté pour que ce soit visible. Le service, en fait, c'est lorsque, pour une entité, je me retrouve à avoir deux entités qui peuvent interagir entre elles et je ne veux pas que la logique soit dans une entité ou dans une autre. Dans Django, il y a ce qu'ils appellent, on appelle les signaux ou les précèdes, etc., qui font que un objet, je peux créer des relations avec d'autres objets et tout. Ici, quand on est en clean, on a vraiment un truc qui est propre. On dit un utilisateur souscrit à un plan. Donc, du coup, il manipule les deux entités et je vais créer un service qui va implémenter ça. Et ce service aura du coup ses règles. Là, je prends l'entité utilisateur, l'entité plan, beaucoup plus, bon, j'ai mes souscriptions sur une mais ici, c'est le plan. Et pour qu'un utilisateur puisse souscrire à un plan, il faut qu'il ait plus de 18 ans et que le plan soit actif. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment une règle métier qui n'a rien à voir avec le framework. Et donc, une fois que je peux l'écrire comme ça dans du code de Python qui est simple, je peux venir maintenant dans mes use cases. J'ai un cas d'utilisateur, pardon, d'utilisateur qui souscrit à un plan. Voilà. Quand je souscris à un plan, je récupère simplement mes informations.
et j'appelle mon repository, du coup, mon interface pour lui dire, prends cet utilisateur avec ce plan, crée un lien entre les deux et tu me le mets là. C'est tout. À la fin, je me retrouve avec quelque chose qui est totalement du code Python parce que justement, le use case intègre la notion d'interface. Donc, l'interface qui lui expose les méthodes, qui lui dit dans souscription, tu auras ça, ça et ça et que je vais implémenter plus tard. Je ne sais pas comment ça va fonctionner, mais au moins je te donne accès à tout ça pour que tu saches comment ça fonctionne. Et là, je peux déjà tester mon cas d'usage de souscription dans un plan avec du code Python plus sans avoir besoin de savoir quel est le framework sur lequel ça va tourner, sur quelle base de données ça va tourner, etc. Juste pour revenir là plus haut, je vous rappelais qu'il y a la notion de plan où je dis mon plan, je veux le créer, je veux l'update, etc. Ça, c'est l'administrateur. Les users, je veux les créer, je veux les update pareil. Maintenant, la souscription, c'est qu'un utilisateur, il souscrit un plan et derrière, comment ça fonctionne. Donc, c'est là où rentre en jeu la brique infrastructure, où je vais définir en fait un adaptateur. C'est de dire, tout à l'heure, j'avais l'interface plan. C'est du polymorphisme pur. C'est create, comment ça marche. Et c'est à ce moment que Django rentre en jeu. C'est que je vais prendre mes objets Django qui sont dans le modèle. Ça, c'est des objets Django. Et donc là-dedans, j'ai défini tous mes objets Django, les modèles, les users, les profiles, etc. Et là, dans le repository, je lui dis, quand tu fais repository.create, en réalité, derrière, tu utilises ça. Ça, c'est parce que j'utilise Postgre. Demain, je veux passer à MongoDB. J'ai juste besoin de changer ici, de dire au lieu de faire ça avec Django, utilise PyMongo et fais ça pour me créer l'objet. Elasticsearch, pareil. Donc, du coup, ça fait que si je veux changer quelque chose dans mon code, je veux changer une infrastructure, j'aurais juste besoin de refaire l'implémentation de mon interface et ça ne change rien à mon domaine, ça ne change rien à mon use case et évidemment, ça ne change rien à mon résolveur parce que du coup, le résolveur, c'est ça. Si l'utilisateur veut souscrire à un plan, il a le use case et tout ce qu'il fait, c'est qu'il fait le user souscrit au plan et il appelle tout ça. Là, il n'y a rien qui est du code propre à Django, propre au framework. Tout est isolé dans l'infrastructure qui définit un peu la façon avec laquelle tout ça fonctionne. Je ne sais pas si c'est clair, s'il y a des questions. Parce que moi, du coup, je ne vois pas le Google Meet. Apparemment, pas de questions pour le moment. Il y a des gars forts dans le groupe là, apparemment. Et n'hésitez pas, hein, du coup, l'objectif, c'est vraiment de partager. Si ça va trop vite aussi, vous me dites que si c'est pas clair, si on n'avait rien compris, je peux recommencer certaines parties. OK. Bon, j'essaie de passer une information. Là, le chat est bloqué et tout. Donc, je voulais faire comprendre aux participants que la personne qui veut ou qui a une question, il suffit juste qu'il lève la main et on le fait monter pour qu'il puisse activer son micro. Donc, voilà, c'est tout. Okay. J'attends une petite minute, du coup, si les gens montent. OK, il y a Franck qui veut monter. Je lui ai donné l'accès. Bien vouloir accepter l'invitation. Franck, il faut regarder ta machine. Tu dois normalement avoir une notification. Ton Google Meet. Bon, peut-être qu'il n'a pas vu l'invitation.
il faut continuer, s'il te plaît, docteur. Quand il verra l'invitation, il va forcément accepter. Donc, en gros, je vais juste faire un petit recovery, un petit rappel pour représenter un peu l'architecture de façon globale. En fait, le centre de toute chose, c'est le domaine. Pour coder cette partie, j'ai même pas besoin de savoir euh, qu'est-ce que je m'en vais faire, sur quel framework je pars. C'est que je discute avec les gens qui me disent, on veut faire une application pour gérer les abonnements. Et je leur dis comment ça fonctionne. Ils me disent, en fait, comme pour que ça fonctionne, c'est que j'aurai un abonnement. Donc, c'est ça qu'on appelle un plan qui aura un nom, une description, un ID, un prix, etc. J'aurai des utilisateurs qui auront un nom, un âge, etc. Et derrière, j'aurai l'abonnement d'un utilisateur. Un utilisateur va souscrire à un abonnement qui va concerner un plan précis. Donc, du coup, quand je vais modéliser, je vais me dire, j'ai besoin de l'utilisateur, j'ai besoin du plan auquel il souscrit et j'ai besoin des dates. Donc, ça, c'est juste pour faire les schémas facilement. Et donc, une fois que tu as défini tout ça, tu vas lui demander qu'est-ce que tu dois faire avec tes objets. Il va te dire, moi, en fait, ce que je veux, c'est que je veux avoir une console d'admin où je dois être capable de créer des plans, des formules. Je vais être capable de créer des utilisateurs, ou bien ils peuvent se créer tout seuls. Et derrière, je veux leur donner la possibilité de souscrire eux-mêmes à des abonnements. Donc, pour écrire ça, c'est vraiment le métier qui décrit, c'est des business rules. J'ai pas besoin de connaître qu'est-ce qu'il y a derrière le métier. C'est juste se dire, j'ai des méthodes qui ne sont pas du tout implémentées, mais qui sont des choses qui vont être implémentées en fonction du framework que je vais utiliser. En gros, ça ce sont des interfaces et il faut que dans la partie infrastructure, que ces interfaces soient définies, comment est-ce qu'on les implémente. Et s'il me dit, ah, attention, il y a des choses particulières auxquelles il faut que tu regardes, c'est que lorsque je veux souscrire un abonnement, avant de souscrire, il faut que tu sois capable de regarder si l'utilisateur peut souscrire à ce plan. Parce que si le plan n'est pas ouvert, donc s'il est inactif, il ne faut pas qu'il souscrive. Et si un utilisateur a moins de 18 ans, c'est pas bien qu'il souscrive. Du coup, on écrit des business rules dans les services. Et c'est tout ça qu'on expose ici, on encapsule toute la logique business qui est, comme je l'ai dit, indépendant du framework. Demain, je veux passer sur Fast API, ce que tu veux, ça marche aussi. Et une fois que j'ai défini ça, soit je commence par dire, OK, j'ai tout ce qu'il faut pour implémenter, soit je me dis, bon, il m'a dit qu'il voulait ça, voilà, j'ai déjà bien spécifié le domaine. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est que je vais aller dans la partie use case, je vais me dire, pour un plan, OK, il faut que je puisse créer un plan. Et pour créer un plan, je vais appeler la classe qui contient toute la logique de management des plans et je vais faire créer. Ça, elle est définie dans le port, etc. pour tous les autres. Pour souscrire, lorsqu'il veut souscrire un abonnement, je vais injecter une dépendance inverse qui sera du coup le service et je vais regarder quand je vais récupérer le user et le plan, est-ce qu'il est éligible ou pas. S'il n'est pas éligible, on ne continue pas. Donc, jusqu'ici, c'est vraiment du code qui fait de la description des business rules et des requirements. Donc, avec ça, juste, je peux déjà écrire les tests de l'application, comme c'est le cas ici, où je peux faire des tests, je peux créer des mock users, des mock plans et regarder est-ce que ce user est éligible ou pas. Donc, là, j'injecte 19 ans et c'est actif. Donc, normalement, ce test devrait passer. Après, je vais prendre le cas où il a 17 ans et voir est-ce que justement j'ai l'exception qui est levée. Pareil, je vais regarder s'il veut souscrire un plan qui est inactif, etc. Donc, en fait, juste à partir des business requirements, donc du coup, des spécifications fonctionnelles de mon application, je suis capable d'écrire déjà une partie du code, de le tester et de me rassurer, de faire une validation en me rassurant que ce que j'ai écrit est conforme aux requirements. Ça marche sans avoir besoin de l'interface parce que justement, comme j'ai dit, les use cases n'utilisent pas du tout l'implémentation des classes, mais les interfaces qui sont exposées là. Ça, c'est une interface, je lui dis qu'il y a une méthode de create, donc il sait qu'il y aura ça. Et en fin de compte, quand j'arrive dans mon use case, je vais injecter la dépendance de mon interface. Je vais lui dire, ça, tu auras accès à ça, et ça, tu auras accès au service des souscriptions pour savoir qu'est-ce que tu dois vérifier quand tu es en train de faire une souscription. Et une fois que c'est bon, c'est fini.
parce que derrière, je peux écrire tous mes use cases et je peux venir simplement dans mes endpoints, dans la partie présentation, qui est typiquement la partie web. Ça peut être pour du web, ça peut être pour toute autre chose. Et derrière, qu'est-ce que je veux lui dire? Je veux lui dire, euh, moi, je veux faire du GraphQL. Donc, du coup, quand j'aurai un user, pour m'exposer le user à travers mon schéma GraphQL, donc ça, c'est déjà de la logique avec, on pouvait faire du reste et retourner direct l'objet. Je lui dis, tu me construis quelque chose qui hérite de mon entité. Donc là, c'est où j'importe un package Graphene qui permet de faire du GraphQL avec Django. Donc ça, je suis vraiment sur du framework. Et à l'intérieur de mon schéma, je veux dire, je pouvais rajouter quelque chose pour dire, en fait, je veux exposer ce champ, le champ ID, je ne veux jamais l'exposer, tout le reste. Et après, dans mon endpoint, qui en GraphQL est un resolver, quand il veut, si je veux créer un user, typiquement, je fais rien d'autre que d'instancier le use case, d'appeler la méthode du use case qui me permet de faire ça et de retourner l'objet. Le code, il est propre, il est lisible, il est compréhensible, il est facile à tester. Et je peux écrire tout ça sans savoir, a priori, est-ce que je veux faire sur du Postgre, est-ce que je veux faire du Mongo. Et c'est une fois que tout ça est clair que je me dis, OK, j'ai venu sur mes interfaces, j'ai dit, pour mon user, je peux le créer, je peux l'update, je peux le delete. Et là, maintenant, je vais venir dans l'infrastructure, je vais lui dire, qu'est-ce que ça veut dire créer un user? Du coup, il hérite de l'interface et il implémente la méthode. Et il lui dit, créer un user, c'est récupérer l'objet Django et faire create user. Créer un plan, c'est de prendre l'objet plan et de faire create avec la méthode Django. Là, je manipule les objets Django. Et typiquement, aujourd'hui, cette application me dit, OK, on ne veut pas marcher avec Django, on veut marcher avec FastAPI. Tout ce que j'aurais à changer, ce serait de changer l'implémentation des interfaces, l'élément qui me permet de me passer d'un objet Django à un objet, à une entité pas identique, et vice-versa. Et la partie présentation pour lui dire qu'est-ce que je mets comme schéma. Et dans mon resolver, là, j'utilise quelque chose qui dépend de Django, mais je le remplace par FastAPI. Les use cases ne changent pas et le domaine ne change pas. Ça, ce sont les invariants. Et si vous vous rappelez juste du petit truc que j'avais là, cette partie de mon application, elle dépend de personne. Ça, c'est les interfaces et c'est à ce moment que j'implémente des choses qui dépendent du framework. Donc voilà, un peu pour présenter les éléments en vrac. Ça, c'était juste pour présenter ce qu'on manipule. Après, il y a la différence entre les entités de domaine. Moi, je ne veux pas m'étendre sur des éléments conceptuels que vous pouvez trouver dans la littérature, mais c'est juste de se dire on peut avoir un service pour un ou plusieurs entités de domaine, mais les use cases, c'est vraiment l'orchestrateur. C'est vraiment lui qui joue un peu le rôle de numéro 10 parce que il prend les choses, il les assemble et il définit la façon avec laquelle tout ça va fonctionner. Donc voilà. Après, ça c'est quand on l'utilise, ça c'est l'exemple que je vous ai déjà présenté, etc. Où on voit comment toutes les différentes boîtes s'encastrent. Et pour récapituler ce que j'ai dit, c'est que quand on est sur un domaine, il faut être capable de modéliser le domaine. Et pour modéliser les domaines, il faut être capable de comprendre c'est quoi les états, les règles, les entités. Donc tout ça, c'est domaine, service et port. Les ports, c'est la façon avec laquelle on va interagir avec la base de données, avec une API. Je ne sais pas, aujourd'hui, je veux faire une traduction automatique en utilisant une IA. Je vais définir une classe qui va s'appeler Translator interface. Donc, ce sera une interface. J'aurai Claude Translation Interface qui va définir comment est-ce que je fais avec Claude. J'aurai ChatGPT qui va définir comment je fais avec ChatGPT, etc. Et du coup, Django, FastAPI, n'importe quel framework par-dessus, reste juste une façon avec laquelle on se facilite la vie, on expose toute la connaissance qu'on a dans le métier. Et je pense que c'est tout. Donc, après, il y a quelques erreurs à éviter. C'est qu'il faut éviter que le domaine n'importe Django. Il faut éviter d'avoir des use cases qui sont trop
compliqué. Il faut éviter de faire de la surarchitecture en créant plusieurs couches parce que voilà, il y a beaucoup de patterns qui existent pour rester le plus minimaliste possible et grandir en fonction de la taille de l'entreprise. Il faut éviter d'avoir des entités qui font tout, qui ont toute la logique parce que ça, qui font la validation des données, etc. En Django, c'est très classique. C'est de se dire, on se retrouve à voir le modèle. On n'a pas que le modèle, on a beaucoup de choses qui se passent dans le modèle. On a le pré-save qui dit avant de save, tu vérifies ça. Et donc, du coup, le jour, ça foire. On ne sait pas pourquoi ça foire parce que, justement, ce sont des opérateurs, on va dire des signaux. Ce sont des choses qui sont implicites, explicites. Implicite, c'est pas explicite. Et donc, du coup, l'application a des comportements qu'on peut pas prédire. Or, avec cette approche, jamais c'est le framework vraiment l'utilise parce que on veut tirer profit de l'ORM, mais toute la logique ne dépend pas de lui. Donc voilà. Après, la vraie question, c'est quand est-ce qu'on commence à faire la clean architecture? Si vous voulez faire un MVP, un creux de simple, quelque chose de basique, un prototype rapide, etc., c'est pas la peine de se casser la tête. Après, les puristes peuvent le faire, mais en fait, dans l'absolu, c'est pas la peine. Mais par contre, quand vous êtes dans un projet un peu plus long terme, où on a une équipe qui est structurée, lorsqu'on a une vision avec une évolution, ou bien on a un métier qui a ses règles, qui a ses spécificités, je pense que c'est le bon moment de pouvoir utiliser ce genre de patterns qui permettent d'avoir un code qui soit maintenable, qui soit évolutif et vraiment qui s'adapte au fil du temps. Donc voilà, donc en gros, c'était un peu de ça que je voulais partager avec vous. C'était de vous dire, en fait, quand on travaille pour une application d'entreprise, quelque chose qui est structuré, le framework, c'est bien, mais le métier, c'est le plus important. Et c'est bien de découpler tout ça, c'est bien de bien structurer son application parce que derrière, là, peut-être on n'aura pas l'occasion, peut-être un autre jour ou à une autre occasion. Lorsqu'on veut faire du bytecode, une fois que l'application est bien structurée et que le métier est clair et qu'on demande à l'IA de coder, c'est facile de venir vérifier est-ce qu'il a respecté les règles du métier. Alors que si on a dans le endpoint, on fait des modèles.object.filter. Dans le modèle lui-même, on le fait. Dans les serializers, on le fait. Dans les contrôleurs, on le fait. Dans le service, on le fait. Au bout d'un moment, on est perdu. Et ça change un peu c'est une approche purement orientée objet parce que dans l'approche basique où on écrit des outils avec des méthodes, un développeur arrive, il ne sait pas que tu as écrit une méthode pour regarder s'il est éligible quelque part, il réécrit une nouvelle méthode et donc on se retrouve à avoir deux méthodes qui font la même chose, qui sont appelées à deux endroits différents de l'application. C'est très difficile à maintenir comme application. Donc voilà, si vous avez maintenant des questions, je suis preneur et je vous remercie beaucoup. Bon, voilà le moment qui tue alors. Qui a une question? Voilà, dans le moment qui tue. Bon, moi j'ai une question. Ok. Généralement, dans le clean architecture et tout, c'est un ensemble de couches à implémenter. Mais je voudrais savoir, est-ce que c'est possible de construire sa propre approche du clean architecture? Par exemple, le clean architecture implique des repositories, des entities, des use cases avant d'arriver dans la couche, on appelle ça comment? La couche présentation. Tu vois? Est-ce que c'est possible de customiser son clean architecture de telle sorte que, par exemple, la partie entities, par exemple, on n'a peut-être pas besoin de ça, ou on se dit que, bon, moi, je vais ajouter une couche en plus dans toute cette logique ou un truc du genre. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'est possible de customiser ça, mais dire que c'est toujours du clean architecture qui a été implémenté? Oui, en fait, comme je dis, c'est vraiment un paradigme. C'est de se dire, il y a des principes. Là, je vous ai montré une implémentation assez ordinaire de la clean architecture. Il y en a qui vont un peu plus loin parce que le métier peut être complexe ou, par exemple, c'est une application qui interagit beaucoup avec des API ou bien qui va interagir avec d'autres services. Et donc, du coup, il y a des couches qu'on peut créer
Mais le principe, c'est ça. Le principe, c'est vraiment que chaque couche doit être responsable. En fait, je vais représenter que ce soit. La clean architecture, c'est pas quelque chose de figé. C'est juste un ensemble de patterns. Docteur, vous êtes en train de présenter un truc. Oui, je présente quelque chose. Oh, apparemment, non, je ne suis pas en train de voir. Oui, là, je présente mon écran. Je ne sais pas si vous voyez. Ok, là, c'est visible. Ok. En fait, la clean architecture, c'est vraiment des principes. En fait, c'est que quand on travaille, il faut que le métier soit découplé de la logique applicative. Donc, ce que j'ai montré, c'est un exemple, c'est l'exemple de Martins, mais il y a d'autres approches qui existent. Il y a les domain-driven development, il y a les test-driven development, il y a les application-driven. Bon, il y a beaucoup de types d'approches qui existent, mais c'est vraiment des paradigmes qui sont derrière. En gros, là, c'est un exemple de repo que j'ai, mais une personne pourrait structurer de façon totalement différente son repo. Et il faut juste que les principes soient respectés. Pour le métier clair, il faut que pour tester l'application, que je n'ai pas besoin de faire tourner une infrastructure ou un framework ou ce que tu veux. Il faut que je sois capable de faire des évolutions le plus simplement possible. Et il faut que je puisse utiliser la même base de code entre mes développeurs et que je sois avec une équipe de 10 ou une équipe de 100. Après, il y a beaucoup de paradigmes qui existent. Il y a l'approche, est-ce qu'on fait plutôt un gros monolithe? Est-ce qu'on fait une approche un peu avec des microservices? Ça, c'est vraiment un peu des questions subsidiaires qui permettent de découper le truc. Ou bien est-ce qu'on fait un monorepo qui contient tout, même le front-end? C'est vraiment un paradigme. C'est vraiment de se dire, quel que soit ce qu'on fait, quelle que soit la façon avec laquelle on organise son repo, répondre à cette question, en fait, on doit faire une matrice et se rassurer que pour tous les repos qu'on est en train d'utiliser dans notre base de code, que ces critères-là soient validés, ou bien à minima soient satisfaits. OK, merci pour la réponse. Et quand une autre question? Profitez. Hein. Vous ne savez pas saisir l'opportunité. Je sais pas comment vous êtes ici. Ah, Sarah. Vas-y, Sarah. Merci pour ta présentation, Armel. J'ai une question, c'est est-ce que tu as déjà mis en place cette structure d'architecture sur un projet qui est déjà existant? OK. On va dire que depuis peut-être 1 an et demi, c'est essentiellement comme ça qu'on travaille. Comment on y est arrivé? C'est un concept que j'ai déjà utilisé dans un autre contexte. À l'époque, quand je travaillais dans une banque, c'est quelque chose qui était fait, mais l'équipe faisait à peu près 62 développeurs, du moins, personnes qui intervenaient sur le code. On va dire ça comme ça. Et donc, ils avaient ce pattern et on ne comprenait pas pourquoi. Aujourd'hui, l'entreprise dans laquelle je travaille, on est à peu près, on va dire une dizaine sur cette partie, sur le projet. Et au début, on avait un monolithe Django avec un peu, on va dire, un foutu. Et très vite, on s'est retrouvé confronté à ce problème. Et donc, du coup, depuis plusieurs mois maintenant, on a basculé sur une approche vraiment app Django. Et chaque app a sa clean architecture. Donc, du coup, quand on lance une nouvelle feature un peu pas trop corrélée des autres, on fait une sorte d'app Django dans laquelle on implémente effectivement une clean architecture. Donc oui, ça c'est quelque chose qu'on fait et à vrai dire, peut-être parce qu'aujourd'hui on n'a pas l'occasion, mais une fois que c'est fait, on prend un fichier Markdown, on lui décrit exactement quel est le pattern de l'architecture, Claude Code ou Codex, vraiment, il suit le pattern et pour lui, en fait, c'est exactement comme un nouveau développeur. Quand cette architecture est bien mise sur pied sur un projet et qu'un nouveau développeur arrive, il rentre facilement parce que les règles sont claires, ça suit un pattern. Et l'IA, quand elle s'intègre dans ce genre d'architecture, elle code extrêmement vite. Non, ça veut dire que dans, je sais pas, vous m'écoutez?
Oui, très bien. Ouais, bon, ça veut dire que déjà, vu que de nos jours, nous sommes dans une ère d'IA générative et forcément l'IA est venue pour ne pas rentrer. Euh, donc, là, je vous ai entendu parler, par exemple, d'une approche potentielle pour permettre à l'IA, en fait, de coder avec des meilleurs standards. Donc, quelle est peut-être la voie adaptée que vous pouvez nous proposer? Ou peut-être, je sais pas, un chemin approprié. Bon, vu que là, vous avez juste brossé dessus, et bon, là, ça m'a fait penser à ce sujet-là. Ok. Euh, Après, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est avec le vibe coding, les humains ne vont plus coder vraiment beaucoup. Les humains vont devenir des reviewers et en gros, ils seront des PO et des validateurs. Il faut être capable d'écrire des specs. Donc, c'est ce qu'ils appellent d'un point de vue technique l'ingénierie des exigences, c'est de dire, voilà ce que je veux, voilà ce que tu vas respecter, voilà où est-ce que tu vas aller mettre dans mon architecture. Une fois que tu as fini, voilà comment tu vas valider que ça fonctionne. Il faut que tu exécutes, il faut que tu fasses le test, il faut que tu lances le endpoint et que tu signes avec Selenium et voilà ce qui va marcher. L'IA va coder et l'humain va venir regarder est-ce que c'est conforme avec ce que je lui ai donné. Ou une autre IA. Je vais faire une petite digression. Ceux qui s'y connaissent un peu en IA savent qu'il y a ce qu'ils appellent des systèmes agents et multi-agents, par exemple. Je peux constituer mon équipe d'agents IA avec un back-end développeur junior et un mid-level et je peux constituer mon équipe avec deux seniors. Ça, c'est vraiment du prompting, c'est de lui donner accès à la connaissance qui n'a pas forcément par défaut, ou bien la documentation, ou bien quelque chose. Et donc, ce qui se passe, c'est que la première équipe développe, donc le junior et le mid-level, et pendant qu'ils développent, ces deux agents qui communiquent, donc qui se corrigent entre eux, et à la fin, un agent senior arrive, il valide ce qu'ils ont fait, il leur fait des retours, les juniors reviennent intégrer tout ça, et le senior, il récupère, il intègre proprement dans l'application existante et ça tourne. Et pour que ça marche efficacement, tout ce genre d'approche, c'est vraiment qu'il faut qu'il y ait des patterns. En gros, c'est comme dans une maison, pour que ça marche, il faut qu'il y ait des règles. Dans un État, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des règles. Un système d'obligation, d'interdit, il faut qu'il y ait un système de recommandation et de récompense. Pareil. C'est exactement le même pattern qu'il faut reproduire. Ce que moi je recommande, c'est que à l'aide du vibe coding, il faut vraiment comprendre que le métier du développeur qui se casse la tête pour savoir, oui, comment est-ce que je vais plutôt utiliser un text field pour ça ou bien un char field, est-ce que je vais le mettre à tel endroit? C'est vraiment des questions qui ne vont plus se poser dans les années à venir au vu des possibilités qu'offre l'intelligence artificielle. Et donc, il faut plutôt se positionner dans l'approche de la personne qui est en fait, il faut revenir au métier de l'ingénieur logiciel. Et l'ingénieur logiciel, il conçoit une boîte avec des modules qui peuvent être vides et qui va demander à l'IA de les remplir progressivement. Donc, voilà à peu près ce que euh, je suggère, on va dire, ou bien je recommande aujourd'hui à quelqu'un qui se lance dans ce type d'aventure. Bon, je voulais partager juste rapidement avec vous quelque chose de très le projet qu'on utilise aujourd'hui, là-dessus, on travaille avec notre code et je vous présente le fichier MD. En gros, je fais une architecture et je dis à mon modèle qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne, qu'est-ce que je mets en place et à partir de là, c'est suffisant pour lui de savoir quand il veut créer un nouveau fichier, où est-ce qu'il va le créer. C'est pour ça que je disais vraiment tout à l'heure, le vrai travail de l'ingénieur logiciel ou bien le métier de développeur va disparaître et la notion d'ingénieur logiciel va vraiment être de se concevoir quelque chose qui va permettre à l'IA de s'exprimer et contrôler ce que l'IA fait. Donc voilà pour répondre à la question. J'espère que j'ai répondu. Plus de questions?
Comment, les gars? Allez-y. Vous êtes frustrés? C'est vrai, il frustre. Il m'a frustré plusieurs années. On dirait qu'ils sont peut-être tous choqués. Soyez pas timides pour poser vos questions. Ce sont des opportunités. Ouais, c'est des opportunités pareilles que vous devez en fait euh, poser vos questions et essayer d'éclaircir vos doutes. Après, c'est pas grave, hein. On peut aussi prendre le temps de digérer tout ça et puis voilà, on pourra voir s'il y a beaucoup de questions ou bien s'il y a beaucoup de personnes qui ont tenté, parce qu'en fait, c'est en essayant de mettre en supplé ce genre de choses que vous allez découvrir des choses là, dans l'immédiat, vous comprenez que ce soit compliqué. Et puis, ceux qui ont un background un peu JS, donc Node.js, Nest.js et tout ça, ils vont un peu mieux comprendre parce que déjà, c'est le pattern qui est implémenté. Moi, j'ai même une question pour les participants. Qui a déjà essayé d'implémenter le Clean Architecture sur un projet personnel ou un truc du genre? Faites juste les pouces ou les trucs. OK. Michael, tu dis non, hein? Je t'ai pas introduit d'un projet, hein? Ah, tu as vu quoi? OK. Bon, apparemment, il y a pas de gens qui veulent parler. En tout cas, merci pour la présentation, Amel. J'espère on te reverra encore bientôt pour présenter autre chose. Peut-être en featuring avec moi, qui sait? On sait jamais. Je suis optimiste. Ok. Bon, Mike, une question. Bah, on t'a proposé de monter contributeur. Tu as refusé. Il faut être contributeur pour poser la question. Et j'ai envoyé l'invitation à tout le monde. Il avait décliné l'invitation. Non, non, je pense que l'invitation est toujours en cours, vu que je ne peux pas renvoyer. Bon, apparemment, il n'y aura pas de questions. Alors, désolé encore du désagrément d'aujourd'hui. Il y a certains d'entre nous qui sont encore juniors sur Google Meet. Donc, c'est pour ça qu'on a eu certains soucis avec certains rôles de certaines personnes. Et là, on a dû faire passer tout le monde en contributeur. Bon, mais merci encore à tous d'être venus. Faut pas quitter la réunion, hein. C'est juste pour arrêter l'enregistrement. Et pour qu'on se parle maintenant. OK, bye bye. Et